Bien, bonjour à tous. Eh bien, pour démarrer la méthanisation, je ne vais pas commencer par la méthanisation, c'est un vaste sujet, mais j'aimerais bien remettre quelques éléments de contexte pour débattre après tranquillement tous ensemble. Des éléments de contexte aujourd'hui, finalement, sur 3 domaines. Je mettrai le premier à gauche sur les attentes de la société, des consommateurs. Toujours plus de nourriture évidemment bien produite, de qualité, le plus autonome possible d'un point de vue énergétique, éventuellement bio si on peut y arriver, des filières courtes, avec des consommateurs parfois pas toujours logiques entre ce qu'ils veulent et l'acte de consommation, ça on pourrait y revenir. N'empêche que les attentes sont là. D'un autre côté, tout le côté territorial, sur le côté agriculture, demain il nous faut des agriculteurs pour entretenir le paysage, pour produire, pour avoir une activité économique, mais on pense aussi à l'énergie, on va y revenir, avec tous les enjeux aussi de l'autonomie énergétique, de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est les enjeux, je pense, des élus qui pourront être partagés. Et enfin, évidemment, vous tous, si vous êtes la majorité agriculteurs, vos problématiques actuelles, on ne va pas parler du climat en ce moment, qui est quand même assez compliqué, mais à la fois des diversifications de production un petit peu compliquées, un marché mondial où vous pouvez très bien avoir de mauvaises récoltes, et puis un marché mondial qui fait que les céréales ne sont pas très élevées cette année, et fait que les résultats économiques complexes. Bref, on arrive à un contexte avec des enjeux quand même très très forts. Et donc ces enjeux forts, on n'a pas forcément un système de culture miracle qui est capable de répondre à tout ça. Et ces systèmes, j'en ai illustré 4, il y en a peut-être d'autres. J'ai appelé l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture biologique par exemple, l'agriculture, on va dire, classique d'aujourd'hui avec le travail du sol, et puis j'ai remis là-dedans l'agriculture de nos grands-parents, un peu vivrière. Et sur ces 4 systèmes, donc je ne parle pas encore de la méthanisation, mais est-ce qu'il y en a un des 4 qui est capable de répondre à tous ces enjeux-là, que j'ai cités un petit peu, mais là je les ai remis par des petites pastilles, tant sur l'environnement, l'autonomie énergétique, la fertilisation, évidemment les hommes et les femmes dans ces métiers-là, avec l'aspect travail, l'économie. Voilà, moi ça fait 20 ans que je suis conseiller agricole, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé l'unique système, et je pense qu'on n'en a pas, hein, vous partagerez. On ne peut pas avoir finalement une réponse unique à un système qui est très complexe. Voilà, alors je n'ai pas encore parlé de méthanisation, on va y venir, mais ça c'est le premier élément. Le deuxième élément quand même, sur ces 4 éléments, sur ces 4 systèmes de culture, on voit que plus la boîte à outils, j'appelle technique, agricole, plus la boîte à outils est entière, nombreuse, plus le système de culture est cohérent. Donc 4-5 outils principaux, les couverts végétaux, tout ce qui est matière organique, nourrir le sol avec de la matière organique, des fumiers, des composts, des digestats, on y reviendra. Tout ce qui est rotation, évidemment, la rotation c'est une clé, vous le savez bien, d'une agriculture durable. Le travail du sol, qui est plus ou moins difficile à mettre en place ou à faire évoluer pour limiter l'érosion, par exemple. L'eau, l'accès à l'eau. Alors on peut penser à l'irrigation tout de suite, hein. Moi je suis des Deux-Sèvres, donc vous voyez les bassines, je pense que ça vous parle un peu. Mais c'est les haies, c'est les couverts végétaux, c'est la matière organique. Et enfin, le dernier point, bon, bah ça, le climat, dans lequel on a une exploitation agricole, le sol, on ne va pas trop pouvoir le faire évoluer, mais on hérite de ce sol et de ce contexte pédoclimatique. Et là-dedans, il faut réussir à faire de l'agriculture, et donc un système cohérent. Si on met la méthanisation, on va enfin en parler un petit peu, la méthanisation, elle coche tous ces outils-là. Ça peut être parfois un petit peu défavorable, mais on peut améliorer l'ensemble de cette boîte à outils. Donc moi, en tant que conseiller plutôt sur la partie agronomie, donc couverts végétaux, mais aussi usage du digestat, je trouve ça un outil super performant et hyper intéressant en tant qu'agronome pour faire évoluer les systèmes de culture. Alors, je suis plutôt atlantique, hein, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Forcément, le contexte ici est un petit peu différent, mais l'idée de l'échange d'aujourd'hui, c'est de partager un petit peu ces pratiques. Et donc la méthanisation, en plus du côté outils, c'est aussi un autre débouché qui ne touche pas au marché mondial de l'alimentaire. Donc on pourra revenir sur la question alimentaire, énergie, s'oppose-t-elle. Mais la méthanisation est aussi un autre débouché qui est pour moi intéressant, avoir une sorte d'assurance autre que le revenu, qu'une assurance purement qu'on attend de tout de l'État. Avant de voir enfin le schéma énergie-méthanisation, je voulais vous partager ce schéma-là sur l'énergie, que je trouve ça très intéressant, l'évolution du consommation énergétique d'une ferme depuis l'après-guerre, enfin même encore un petit peu avant, depuis fin du 19e, où avant Montré-Vert, les fermes étaient autonomes, consommaient beaucoup d'énergie pour la traction animale et les paysans, mais la traction animale aussi la nuit, le week-end, c'est-à-dire que quand vous avez un cheval de trait ou un bœuf, vous n'éteignez pas, c'est pas comme le tracteur, quoi, vous l'éteignez pas. Ce qu'on remarque là sur cette diapo, il n'y a pas le petit bip, mais sur la partie bleu foncé, on a autant de consommation de traction animale quand l'animal est au repos que quand il est en activité.
Donc il faut le nourrir. Et à cette époque-là, pour le nourrir, on avait à peu près 1 joule à utiliser, 10 à 15% de la surface pour faire de l'avoine, du fourrage pour nourrir l'animal. Et derrière, l'agriculteur, avec l'huile de coude et l'huile d'animaux, de trait plutôt, faisait 2 joules d'énergie. Aujourd'hui, grâce à l'énergie pétrole, tout à droite, alors on n'est plus du tout autonome, hein, on a perdu l'autonomie totale sur les fermes par la fertilisation d'une part et la consommation énergétique pour le fuel des tracteurs d'autre part. Quand on consomme 1 énergie pétrole, on en produit 5. Donc on a énormément amélioré. Par contre, on a totalement perdu l'autonomie énergétique sur les fermes. Et on le voit bien il y a 2-3 ans, quand tout s'emballe, l'aspect charge, notamment énergie, engrais, encore fallait-il en avoir, mais en plus elle a été très chère. Donc on a eu beaucoup de dépendance là-dessus. Donc vous voyez venir un petit peu sur le côté méthanisation avec les énergies renouvelables. On pourrait parler de l'éolien et du photovoltaïque. Ces 2 énergies, éoliennes et photovoltaïques, sont intéressantes pour la diversification du revenu, mais n'ont pas forcément un impact fort sur le système agricole, sur les couverts végétaux. Donc en 2 mots, pour répondre à votre question, pour répondre au schéma de la méthanisation en 2 mots, bon, je pense que vous le connaissez pas mal, hein, mais on commence par valoriser des matières, des biomasses, qui peuvent être des couverts végétaux, des fumiers. Hein, en Pays de la Loire, évidemment, beaucoup d'élevage, on méthanise avant tout les fumiers. Des déchets, s'il peut rester, des collectivités, des grandes surfaces. Des couverts végétaux, j'y reviendrai. On met ça dans une petite marmite, mais qui n'est pas sous pression, hein, attention, on n'est pas Céveso. Par contre, pas d'oxygène pour faire du gaz. Et ce gaz, on peut le valoriser de 2 manières, soit pour le mettre sur le réseau gazier, type GRDF, et puis au bout, vous avez votre gazinière, vous avez une entreprise qui va faire de la chaleur, pourquoi pas du carburant. Et puis l'autre valorisation peut être l'électricité, même si c'est un petit peu plus rare. Enfin, la deuxième boucle, c'est le digestat, qui va être restitué au sol, donc on est bien dans une logique de recyclage des éléments minéraux. Donc voilà un petit peu pour faire simple de l'explication de la méthanisation dans un contexte agricole qui est assez complexe. Oui, merci beaucoup à Grégory Vrignot. Pour mieux voir les slides, les 2 élus sont venus de ce côté, donc ça favorise aussi la lisibilité. Vous avez compris que la méthanisation, c'est un enjeu qui est au croisement des questions agricoles, des questions environnementales, des questions énergétiques bien sûr et des questions politiques. Et justement, quand je vois ces slides, quand je vois ces explications, quand je vois la vision historique sur la production et la consommation d'énergie, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on entend si peu parler de méthanisation dans le grand public? La question s'adresse à vous tous. Pourquoi ce n'est pas un sujet dont on s'empare plus dans le grand public? Alors, je continue, mais vous rebondirez. Je pense que déjà, rien qu'avec la présentation du schéma, même si vous êtes dedans, on voit que c'est un sujet qui est complexe. Dans une activité agricole qui n'est pas facile à expliquer en 2 mots, mettre une éolienne, du photovoltaïque, je pense qu'on voit très simplement. Par contre, méthanisation, on peut penser à gaz, ça explose, à odeur, à concurrence alimentaire. Donc un système qui est effectivement complexe à expliquer. Donc, je pense que déjà sur le système en tant que tel, pas simple à expliquer ça pour le grand public. Eh bien, je pense aussi que c'est un élément très important. Ça paraît souvent complexe, très technique, et donc réservé un peu à des spécialistes, contrairement à d'autres solutions qui sont à la portée de monsieur et madame tout le monde, la voiture électrique, les transports publics, que chacun utilise au quotidien. Il est certain que la question du gaz et de la méthanisation, c'est des choses qu'on voit moins et qui apparaissent plus complexes et plus techniques, d'où l'importance, je pense, de faire un travail de pédagogie et de bien montrer à quel point la méthanisation fait partie des solutions. Merci beaucoup François Gémen. En effet, c'est le travail que vous faites aussi avec les synthèses de rapports du GIEC. Et la prochaine question s'adresse à vous. Déjà sur le titre même de cette conférence, Urgence climatique, décarboner l'agriculture provençale. Quel est le rôle de l'agriculture dans la décarbonation? Quel est le rôle de l'agriculture dans la lutte contre le dérèglement climatique? Il est évidemment considérable, un peu, je dirais, sous 2 volets. D'abord parce que, vous le savez, l'agriculture représente un peu moins de 20% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et donc, c'est un secteur important qu'il va évidemment falloir décarboner. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons différentes techniques et différentes solutions. La méthanisation en fait partie. Ce n'est pas la seule, mais ça fait partie de l'éventail des solutions. Et puis, c'est aussi un secteur qui va être très directement touché par les impacts du changement climatique. Nous savons que le climat va changer en Provence comme partout en France, ce qui veut dire que les cultures vont devoir s'adapter, ce qui veut dire que le métier d'agriculteur va aussi devoir évoluer. Et moi, j'étais complètement
désolé de voir que lors du dernier mouvement de grogne, de colère des agriculteurs, on a eu tendance dans le débat public à opposer les questions d'agriculture et les questions d'écologie. Comme si au fond, l'une s'opposait à l'autre, alors que je dis souvent que les agriculteurs et l'agriculture, c'est un des piliers de la transition. Parce que c'est à la fois un secteur qui a énormément de leviers d'action et de décarbonation, et c'est un secteur qui va être très directement touché par les impacts du changement climatique. Et quand on voit aussi la problématique économique aujourd'hui qui touche de nombreux agriculteurs qui ne parviennent plus à tirer un revenu décent de leur exploitation, des solutions comme la méthanisation ou comme l'agrivoltaïsme à d'autres endroits sont des solutions qui vont permettre d'apporter un complément de revenus aux agriculteurs et de faire évoluer le métier. Je pense que c'est vraiment très important, dans le contexte de changement climatique, de faire évoluer le métier et surtout la vision qu'on a du métier d'agriculteur. Et je crois que demain, les agriculteurs seront non seulement des producteurs de nourriture, mais ce seront aussi des producteurs d'énergie, de gaz, d'électricité. Ce seront aussi des gens qui vont stocker du carbone dans les sols. Et ça, c'est des activités qui vont apporter un complément de revenus aux agriculteurs. Et je crois que le métier d'agriculteur demain sera aussi celui d'un gardien de la terre. Oui, Frédéric Sacco, André Bernard, vous êtes du territoire, je vous ai vu réagir. Quels sont les enjeux pour l'agriculture et l'écologie en Provence? Non, je partage totalement. C'est un peu le parti pris que l'on a, nous élus, quand on essaye de trouver des solutions, quand on essaye on travaille nos plans climat, on travaille à toute la planification que l'État nous demande. Et on n'est pas là à imaginer qu'est-ce que sera l'agriculture de demain. Les agriculteurs connaissent leur métier, ils savent ce qu'il faut faire. Ils n'attendent pas qu'il y ait un élu magicien qui débarque et qui leur donne la solution. Par contre, qu'on arrive à travailler tous ensemble et qu'on essaye de trouver l'outil le plus performant possible pour que tout le monde y ait à gagner, c'est-à-dire que les agriculteurs restent dans leurs exploitations, puissent en vivre dignement, comme vous disiez très justement, qui participent à la création d'énergie, à la captation de CO2, à l'économie réelle, parce qu'ils emploient du personnel et les élus, on a beaucoup d'objectifs sur le développement économique, sur tout ça. Mais l'agriculture, c'est du développement économique. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance, dans certains endroits, à oublier ce truc-là. Alors, moi, je suis élu à 50 km d'ici, dans le Luberon. On est très rural, on est très tout ça. Donc, on connaît les agriculteurs. Certains sont élus, on est tout ça. Et peut-être que dans les grandes métropoles, c'est un petit peu différent. Cette vision est un peu biaisée. Et c'est pour ça qu'il y a besoin vraiment que les chambres aussi se fassent le relais de ce besoin de travailler tous ensemble. Et la méthanisation peut être un outil vraiment particulier là-dessus. Tout ce qui vient d'être dit, c'est très important et je partage tout à fait vos propos. Et moi, j'ai essayé de voir ce que ça peut donner sur notre région Méditerranée, qui est exposée au changement climatique comme partout ailleurs, mais peut-être avec un peu plus d'avance que les autres, avec un impact fort sur la situation du monde agricole, qui se couple bien sûr à un dérèglement économique fort. Et si je suis arrivé à ce projet de Tomates, c'est parce que j'ai croisé un certain nombre d'éléments. J'ai écouté des gens qui sont déjà dans la méthanisation depuis 10-15 ans. C'est mes collègues éleveurs. Et puis depuis 7-8 ans, j'ai vu des collègues des autres régions qui ne sont pas éleveurs venir à la méthanisation pour avoir un complément de revenus en faisant des cultures intermédiaires pour améliorer le revenu de leur exploitation et revenir aussi à des couverts végétaux. Quand on regarde ce qui se passe chez nous, alors dans le sud de la France, il y a 2 agriculteurs. Il y a les productions pérennes, la vigne et les arbres. Là, c'est une technique qu'il faudra regarder. Par contre, une partie de notre territoire, la vallée du Rhône et l'axe du Rancien et l'axe rhodanien, et quelques poches, il y a ce qu'on appelle des grandes cultures, des céréales. On est tout petits producteurs de céréales, mais on en produit un peu. Et très souvent, ces céréales-là, si elles ne sont pas assolées avec d'autres cultures, à un moment donné, on arrive à une fatigue des sols parce qu'il n'y a plus d'apport de matière organique, parce qu'il n'y a plus de fumier, il n'y a pas d'élevage. Et on voit bien aujourd'hui le sol qui s'appauvrit, on voit bien le coût des intrants
Donc on a commencé à réfléchir et puis j'ai croisé un certain nombre de personnes qui m'ont dit mais il faut que vous alliez à la méthanisation parce que vous avez des intérêts, vous avez la possibilité. Et on était quelques mois avant le Covid. Et puis derrière, on a eu toute la flambée qui s'est enchaînée. La couverture des sols, on a quelques travaux qui sont faits qui montrent l'intérêt de ces pratiques-là, le non-labour. Mais tout ça, quand j'ai produit la biomasse dans mes champs, quand je veux implanter, on a fait des essais de plantation de tomates sur des parcelles où il y avait du couvert végétal, on n'y est pas arrivé. Il faut que je l'exporte. Donc on a cheminé. Et puis, bon, alors, je vais arriver au dossier tomate. La production de tomates en France, en 1985, on faisait la moitié de notre consommation nationale. En 2000, le tiers. Et aujourd'hui, 12 à 13%. Nous importons pour plus de 400 quelques millions d'euros de produits à base de tomates d'autres pays européens ou Europe. Nous avons produit 400 000 tonnes en 1985. Nous devons être capables aujourd'hui d'en produire largement 4 à 500 000 demain avec des méthodes. Et relancer l'agriculture que sur une filière, sur les exploitations, il y a quand même des risques. Donc on a réfléchi, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir en complément de la tomate. Et il y a aujourd'hui une filière qui est en train de monter, c'est tout ce qui est légumineuse. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a un marché qui s'ouvre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les légumineuses sont essentiellement canadiennes, traitées au Roundup. Les consommateurs consomment beaucoup de lentilles et de pois chiches qui viennent d'ailleurs. Nous, on va en faire chez nous sans y mettre du Roundup dessus. Donc ça va amener une culture de plus dans la rotation. Il y a des céréales, et donc là on est déjà sur 3 cultures annuelles, sur 3 années. Il y a d'autres légumes. Quand on est en Camargue, puisque le terrain de jeu c'est le sillon rhodanien et l'axe durancien, plus au sud avec la Camargue on a du riz, et plus au nord dans la Drôme on a des semences. Donc quand on fait ce cocktail, on a 5-6 cultures, mais qui occupent le sol, à part le blé qui se met à l'automne et qui est récolté au mois de juillet. La plupart des cultures sont implantées mars, avril, mai, récoltées août, septembre, et le reste du temps, le sol est nu. Alors, on a démontré aujourd'hui que les sols nus, ça se dégradait, ça se lessivait, ça s'appauvrissait, d'où l'intérêt d'introduire les cultures intermédiaires. C'est tout ça qui nous a amené à penser ce projet, de dire, voilà, aujourd'hui, on va réfléchir à ce qui s'appelle l'agriculture régénérative. Alors, c'est un terme nouveau, mais qui arrive aussi, qui prend l'ensemble de ce qui se passe sur l'exploitation, qui parle l'ensemble des impacts et des effets de nos pratiques pour voir comment on peut améliorer tout ça. Et nous sommes arrivés à ce dossier qui a été déposé pour être démonstrateur territorial. Le seul dossier démonstrateur territorial dans la région sud, c'est le dossier tomate, avec l'ambition de renforcer la production de tomates industrie en introduisant des légumineuses et en introduisant des cultures intermédiaires à piège à carbone. Et comme on a quand même un souci environnemental et qu'il nous faut un peu du miel pour mettre le matin quand on a mal à la gorge, eh bien, il nous faut des abeilles. Et comme les abeilles, on ne peut rien en manger l'été, on va mettre dans nos cives des espèces mellifères pour que les abeilles aient à manger. Donc ce dossier, il y a sûrement des gens dans la salle qui sont des acteurs, puisque c'est 16 organisations qui travaillent ensemble, les chambres, les instituts, les associations. On travaille là-dessus pour voir si ce schéma-là, il est applicable, si on produira assez de biomasse avec nos cultures, et en augmentant la production alimentaire, parce qu'il n'est pas question que nos pratiques viennent détériorer notre capacité de production. Si tant est que notre capacité de production alimentaire, dans le schéma actuel, compte tenu des contraintes réglementaires sur les phytos et autres, on puisse continuer à le faire avec une rentabilité. Donc c'est tout un schéma qu'il faut, et ça nous amène à vouloir installer des méthaniseurs portés par des groupes d'agriculteurs. Alors, le schéma, c'est un groupe d'agriculteurs, 1500 hectares en groupe, dans lequel il y a 300 hectares de tomates, 300 hectares de légumineuses, du blé et 6 à 700 hectares de couverts végétaux par an. Et on produit du gaz, lequel gaz est injecté dans le réseau, c'était une évidence, parce que quand on le transforme en électricité, on perd quand même en valeur. Et on a un réseau de gaz qui est très intéressant, très dense chez nous, donc il n'y a pas trop de problème pour positionner les méthaniseurs à proximité des lieux de production de la biomasse, d'injecter le truc et de laisser le digestat aux producteurs de la biomasse pour le récupérer. Et donc ce gaz est injecté, donc ça nous permettra d'afficher que nos tomates, notre sauce tomate demain, elle est décarbonée, elle est faite avec du gaz renouvelable, et c'est un atout commercial qu'on veut, même si c'est pas ça qui va doubler le prix, mais enfin c'est une accroche supplémentaire.
on parle de préoccupation de la société, toute la société se préoccupe de l'environnement. À un moment donné, il faut que l'acte d'achat soit, c'est par l'acte d'achat qu'on confirme ses pensées. Et si on va au bout du schéma, il nous faut, alors moi je raisonne en tonnes, je ne sais pas raisonner en méga, tous ces trucs-là, mais je raisonne en tonnes de matière, 15 000 tonnes par méthaniseur. Il nous faut 6 méthaniseurs qui rentrent 15 000 tonnes pour transformer nos 400 000 tonnes de tomates. Donc ça veut dire qu'en plus que doublant la production de tomates, il nous faut 6 méthaniseurs. Et dans le schéma sur l'axe rhodanien, c'est une quinzaine de méthaniseurs. Donc ça veut dire qu'il en reste la moitié qui est à disposition des acteurs de ce projet pour avoir du gaz demain pour leurs tracteurs, pour décarboner leur traction. Alors, je me permets de vous interrompre ici pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, les cultures alimentaires ne sont pas opposées à la méthanisation. Au contraire, la méthanisation des couverts végétaux permet d'entretenir les sols, de favoriser ces cultures alimentaires. Tout à fait. Il est hors de question que l'on s'écarte de la production. C'est notre priorité. Mais on n'y arrivera pas à faire autant de production compte tenu des contraintes et des coûts des intrants si on ne diminue pas notre impact par nos productions. Par la méthanisation, avec le digestat, on récupère de la matière, hein, et donc on va le mettre, et ce n'est pas en concurrence avec les cultures alimentaires. Après, bien sûr, il y a un autre sourcing, c'est certains déchets de l'agroalimentaire ou certains écarts de tri, parce que certains légumes sont triés au moment du conditionnement ou au moment de la transformation, ça génère des écarts de tri ou des déchets. Si on n'a pas la capacité de les valoriser par la filière des coproduits pour la cosmétique ou la pharmacie ou les biostimulants, ça pourra finir dans le méthaniseur aussi. Et puis, les collectivités sont aussi intéressées parce qu'il y a l'obligation de faire du tri des déchets et tout ce qui est matière organique fermenticide doit être traité. Donc voilà le programme. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, c'est tout ça, c'est pas nickel. Alors oui, dans la pensée, c'est bien. Mais là, il faut passer à la phase active. Alors la phase active, il y a 16 organisations avec des personnes qui travaillent depuis 1 an et demi ensemble. Et demain matin, nous avons une réunion de bilan, de point d'étape avec la Banque des Territoires, l'administration et tout, pour faire le point sur les travaux que nous avons menés. Nous présenterons un dossier dans le courant de l'année 2025, au mois de septembre normalement, pour être reconnu, pour passer à la phase active du projet. La phase active, c'est que là, on va rentrer dans des investissements pour la méthanisation, pour le matériel sur les exploitations, tout l'accompagnement des agriculteurs. L'accompagnement, il y est déjà, et on va le renforcer parce que, oui, ça va provoquer une turbulence sur les exploitations agricoles. Mais, un vague souvenir j'étais très gamin quand on est passé de la traction animale à la traction mécanique. Quelle turbulence! La moissonneuse batteuse, quelle turbulence! Et je passe à beaucoup d'autres sujets. Et après, je fais encore un bond un peu plus en arrière. Vous avez parlé de la traction animale. Donc, une partie de l'espace était destinée à la production de l'énergie. Là, avec ce système-là, on n'impacte pas la capacité de production alimentaire puisqu'on le fait entre les cultures ou avec les déchets des cultures. Et quand je remonte encore un peu plus loin, mes grands-pères et mes arrière-grands-pères, ils faisaient de la garance. Ils faisaient du mûrier pour le verre à soie. Et ils faisaient du millet à balai. Vous savez, pour balayer. Ce n'était pas des productions alimentaires. Donc, je ne vois pas pourquoi demain l'agriculture ne reviendrait pas à produire de l'énergie. D'autant plus que réfléchissez combien vous consommez par jour, la valeur de la matière première alimentaire que vous consommez et combien vous avez consommé d'énergie dans la journée. La valeur de l'énergie que vous consommez, elle est bien supérieure. Depuis 70 ans ou 80 ans, on l'importe d'ailleurs. Il faut qu'on revienne à une économie circulaire. Il faut qu'on soit, chaque fois que c'est possible, être capable de produire une partie de notre énergie, la totalité serait idéale, avec le soleil et le photovoltaïque, avec la biomasse, avec la méthanisation, avec la biomasse. Oui, c'est un bouleversement total, j'en suis conscient. Mais nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu des mutations. Je vais être à la retraite dans quelques jours. Entre ce que je faisais il y a 45 ans et ce que je fais aujourd'hui, ça ne peut rien avoir. Et dans les 10-15 ans qui arrivent, pour s'approcher de 2050, il va y avoir des turbulences. Donc, oui, ça c'est un chiffre qu'on entend beaucoup. C'est vrai que dans 10 à 15 ans, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite et beaucoup même découragent maintenant leurs enfants de reprendre l'exploitation face aux difficultés du métier. Est-ce qu'un site de méthanisation, là j'en parle aussi à ceux qui ont la vision du long terme, qui ont mené des projets de méthanisation, est-ce que ça peut permettre
justement d'entreprendre un travail de longue haleine et de trouver des débouchés pour les agriculteurs de demain, d'ici 10 à 15 ans. Comme on le disait tout à l'heure, ça donne un débouché supplémentaire, donc ça sécurise en partie la partie revenu. Toutefois, de démarrer avec une reprise de ferme plus l'investissement, tout seul, vous imaginez bien que c'est compliqué, hein, qu'il faut mettre sur la table 1, 2, 3 millions d'euros. Là, l'approche que André vous présentiez, il y a le côté collectif quand même qui est pour moi prépondérant. Donc moi j'ai fait un premier méthaniseur il y a 10 ans, là on a démarré les travaux d'un nouveau et à chaque fois il y a le collectif. Alors c'est sûr, c'est lourd, hein. Là dans le prochain on est 30 céréaliers à faire un collectif où on met 5 à 10% des surfaces de chacun en cive en énergie, puisque on est très différent de chez vous. Nous c'est colzable et orge aujourd'hui, en terre très superficielle, pas d'irrigation. Je ne vous fais pas de dessin qu'avec les difficultés agronomiques, d'engrais, c'est très compliqué. Donc on voit ça comme une diversification pour donner de l'envie aux jeunes et finalement une perspective de produire différemment d'aujourd'hui. Donc oui, pour moi c'est un outil pour diversifier, même si parfois on pourra en débattre. Hein, peut-être certains disent non, on doit rester que sur l'alimentaire, mais au vu de tout ce qui a été présenté tout à l'heure, on voit que le projet est quand même assez mûr, réfléchi sur tous les critères, toute la boîte à outils que j'ai citée tout à l'heure. Je voudrais rappeler aussi ici qu'en dehors même des considérations sur le métier d'agriculteur, il y a quand même des enjeux globaux aussi qui sont à la fois climatiques et géopolitiques. L'enjeu climatique, vous le savez, c'est de décarboner le mix énergétique, de sortir des énergies fossiles. Et la COP28 de Dubaï, l'an dernier, s'est mis d'accord pour sortir des énergies fossiles en 2050 au plus tard. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre proviennent des énergies fossiles, c'est-à-dire à la fois du charbon, du pétrole, mais aussi du gaz, et que par ailleurs, il y a un enjeu géopolitique qui est très fort. De très nombreux chauffages sont encore des chauffages au gaz et le resteront encore pour les prochaines années, mais nous n'avons pas de gaz en France, en tout cas pas de gaz fossile. Donc ça veut dire qu'on a dû aller l'acheter à la Russie, on voit bien les problèmes que ça pose, qu'on doit désormais aller le chercher au Qatar, potentiellement en Algérie également. Alors, il reste en Europe les Pays-Bas et la Norvège qui en ont un peu, mais on voit bien la dépendance énergétique que ça crée pour notre pays. L'avantage de la méthanisation et du gaz vert, c'est d'abord que nous parvenons à sortir des fossiles et clairement du gaz fossile et du gaz vert. Ça reste du gaz, mais l'impact sur le climat est complètement différent parce qu'il n'est pas produit de la même manière. Et puis, c'est aussi une manière d'assurer notre souveraineté énergétique en produisant nous-mêmes le gaz et l'énergie dont nous avons besoin. Et donc, sur cette question de la sortie des énergies fossiles, il y a aussi évidemment un grand enjeu de souveraineté énergétique et un enjeu géopolitique à produire nous-mêmes notre énergie. Alors, ça passera par le nucléaire, ça passera par le solaire et l'éolien, ça passera aussi par la méthanisation. Oui, et Frédéric Sacco, je crois que vous avez justement mené un projet d'utilisation du biogaz issu de la méthanisation, donc dans la commune d'Apt. Oui, alors on est en train de travailler dessus. Hein. C'est un projet, donc nous on a fait une station de gaz, en 2018. Et à partir de là, on est passé, comme tous les élus, au projet suivant. Et le projet suivant, c'était de se dire, on a des besoins de gaz pour alimenter cette station. On a des déchets qui font 50 à 60 km pour être traités. On a des besoins pour les agriculteurs d'avoir du digestat. On a un besoin de trouver un semblant de souveraineté énergétique à notre propre petit territoire de 30 000 habitants. Et en cumulant tout ça, on a trouvé que la méthanisation était vraiment un outil un peu, pas parfait, parce que ce n'est pas l'outil lui-même, c'est un outil, mais un outil assez performant, puisqu'il est cohérent avec la vision que l'on se donnait de ce projet de station. Quand on a fait la station, l'idée c'était de rouler, moi je disais toujours, on mettra des autocollants, je roule aux fruits confits. Parce que l'idée, c'était que Apt-Union, qui est une grande usine industrielle d'Apt qui fait des fruits confits, avait lancé aussi en parallèle son unité de méthanisation. Donc il faut de la méthanisation liquide, vraiment que leur propre production. Et on se dit, voilà, ils vont rouler au gaz qui est produit localement.
Par contre, on a tout un tas d'autres déchets, les déchets des habitants, les déchets putrés, qu'on disait, des déchets verts, des bouts de stations d'épuration, enfin, tout un tas d'autres choses qui coûtent atrocement cher aux collectivités, et surtout quand elles sont petites, parce que bien sûr on a un petit peu moins de moyens, et quand on a un petit peu moins de moyens, ça nous oblige à être un peu plus intelligents. Et ça, c'est des choses où dans le Vaucluse, je pense qu'on sait faire. Et donc on s'est lancé vraiment en quête de ce projet de méthanisation. On a fait des études d'opportunité, là on vient de finir l'étude de faisabilité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce cercle vertueux, d'un part du côté agricole, qui est montré sur le schéma, hein, c'est-à-dire la terre va réabsorber ce qu'elle nous a donné, avec au passage, elle aura nourri des gens, elle aura créé du gaz, elle aura fait tout ça. Et nous, on va utiliser ce gaz pour alimenter les véhicules qui vont servir à collecter tous ces déchets qui vont être traités. Donc à l'échelle d'un petit territoire comme le nôtre, ça peut sembler peut-être parfois un peu audacieux ou un peu comme ça, mais il faut toujours avoir un petit peu d'audace quand on veut faire mieux. Et c'est pas un projet de mandat. C'est pas quelque chose où on s'est dit il faut vraiment qu'on ait fait ça à telle échéance parce que sinon voilà, on aura raté notre mandat. Non, c'est vraiment quelque chose pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et en espérant que voilà, l'envie qu'il y a sur notre territoire, elle s'essaime un peu partout dans le département, elle s'essaime un peu partout dans la région, pour que demain, on se dise en 2000, on faisait X% de production de gaz en France. On est multiplié par 5, par 10, par 20 à l'horizon de 2050, avec un objectif pour nous. Vous parliez tout à l'heure de 2040, c'est ce qu'on s'est fixé dans le plan climat, c'est d'être un territoire à énergie positive à 2040, c'est-à-dire produire autant d'énergie que ce qu'on en consomme sur le territoire, avec deux courbes qui vont fléchir, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois on baisse ce qu'on consomme et à la fois qu'on augmente ce que l'on produit. Et la méthanisation sera un des outils de cet objectif. Mais justement, quand on est à des horizons tellement lointains, à 2040, à 2050, comment est-ce qu'on mobilise les équipes autour de ces projets ? Bon, on les motive parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est pour nos enfants. C'est-à-dire, on n'est pas là dans une vision purement politique avec vraiment, comme je disais, un projet à réaliser avant 2026 parce que ce sera notre mandat. Non, là on travaille pour les générations futures, on travaille pour des générations d'agriculteurs que l'on espère aussi nombreuses dans X années. On se fixe des objectifs volontairement au-delà des mandats pour se dire, voilà, il faut que ça continue après nous. Il y aura des élections en 2026 de partout en France, mais ces projets-là, voilà, c'est pas un projet politique, c'est un projet de territoire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a appelé. Nous, on travaille sur une unité territoriale de méthanisation. Et mon job, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de faire en sorte justement que ça soit sur les rails et que la prochaine équipe qui sera là à notre place, ce sera peut-être encore nous, mais en tout cas, celle qui sera là, ait toujours la même envie et surtout et cette même idée de vraiment continuer dans cette voie-là. Parce que c'est vers là où, de toute façon, il faut qu'on aille tous. Juste un petit mot, je crois, sur l'importance de se projeter dans l'avenir. On sait que les choses vont changer, on sait que les cultures vont changer, le climat change déjà, va changer encore davantage, on sait que le métier d'agriculteur va forcément changer. C'est très important, je pense, de pouvoir se dire où veut-on être en 2040 ou en 2050, quels sont les moyens qu'on va se donner aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Mais se projeter, c'est très important. Sinon, on va vivre tous ces changements comme des renoncements et comme des abandons. Et on va se dire, ah là là, mais c'est plus comme avant. Et si on ne sait pas ce qu'il y a après, et si on ne sait pas pourquoi on change, effectivement, ça ne donne pas envie de changer. Et donc, cette question de la projection dans le futur est vraiment très importante. Moi, ça me faisait penser au sous-titre de votre dernier livre, Monsieur Gémen, Dépasser l'indignation. Quand j'entends, c'est un projet de territoire, c'est pas un projet politique. Quand j'entends, on va rouler aux fruits confits. Et quand je vois à quel point les méthaniseurs peuvent être aussi des projets locaux, ancrés dans les cultures locales et dans l'expertise locale, eh bien, Monsieur Gémen, vous avez ici face à vous deux élus. Quel est le message que vous leur adressez ? Mais moi, je suis toujours frappé
quand je viens dans les collectivités, j'ai des amis dans la salle qui savent que je viens régulièrement dans la région, je suis toujours frappé de voir à quel point il y a des choses qui se font dans les collectivités et dans les entreprises, et à quel point le débat national qu'on a parfois à Paris sur les chaînes d'infos, qui n'est fait que de polémiques et de populisme, est complètement en décalage avec la réalité du terrain dans les collectivités, dans les entreprises, où il y a en fait des tas d'initiatives qui sont prises, où il y a des tas de solutions qui existent et qui ne sont pas vues du tout comme des renoncements ou comme des sacrifices, mais au contraire comme des projets d'avenir. Et je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'essayer de faire passer ces solutions à l'échelle et donc d'en faire la publicité de manière à ce qu'elles puissent en inspirer d'autres. Et très clairement, sur la question de la méthanisation, c'est très important d'entendre des témoignages d'agriculteurs qui ont un méthaniseur sur l'exploitation, qui vont dire à leurs voisins, regarde ce que j'ai fait, tu peux le faire aussi, et puis qui vont aller parler au département voisin et dire, regardez ce qu'on fait nous, vous pouvez le faire aussi. Alors vous ne le ferez peut-être pas exactement de la même manière, parce que ce n'est pas les mêmes cultures, parce que ce n'est pas le même climat, mais je crois qu'on a terriblement besoin aujourd'hui de pouvoir s'inspirer les uns des autres. Moi, j'aimerais justement qu'on s'inspire d'un projet de méthanisation. Grégory Vrignot, vous avez dirigé en 2013 le projet Tipper, donc la construction d'un site de méthanisation dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, un peu plus de 10 ans plus tard, quel est le bilan que vous en tirez ? Donc Tipper, ça a été porté par les collectivités, un groupement d'agriculteurs pour développer sur des zones militaires en fait l'énergie renouvelable. Donc déjà à l'époque, en 2013, enfin même en 2007, qu'on a mis 5 ans à mettre ça, on a mis en place 60 hectares de champs solaires sur des zones anciennement minées, un méthaniseur, 3 éoliennes et des chaufferies biomasse pour finalement collectivement faire une diversité d'énergie. Donc ce projet-là, il y a 10 ans, on avait encore beaucoup d'élevage, malheureusement beaucoup moins aujourd'hui, du fait plutôt du contexte, pas de la concurrence méthanisation et puis élevage, mais on s'est adapté à ce premier méthaniseur qui a répondu aux attentes des éleveurs. Collecter les fumiers, plutôt que ça aille en bout de champ, plutôt qu'on perde des éléments minéraux par 600 mm de pluie pendant 6 mois avant d'épandre au maïs. Donc c'est tous ces petits éléments que la méthanisation nous avait mis en avant. On ne se posait pas trop la question avant, la matière organique, fumier versus digestat. Éléments minéraux perdus en stockage bout de champ par rapport à l'épandage du digestat en stockage en citerne, par exemple. Donc ça, c'est favorable. Maintenant, on a été le premier méthaniseur collectif à 50 agriculteurs, pour vous donner une idée. 500 normomètres cubes, pour ceux qui sont un peu dans le gaz, 500 mètres cubes de méthane ou 500 litres de fuel à l'heure, pour donner notre petit chiffre. Donc économiquement, on a eu du mal. Ça, il ne faut pas se cacher. Mais au-delà de ça, on a réuni des gens qui ne se connaissaient pas. On a fait des échanges de paille, fumier, digestat, enfin plein de petits éléments qui peuvent plus ou moins vous parler, mais on a aussi retissé du lien en fait sur ces territoires. Et le nouveau qu'on a mis en place, là, qui démarre les travaux depuis 1 an, malheureusement on a quand même mis 4 ans à la coucher, on parle la même chose, mais avec une autre thématique. Aujourd'hui, c'est les céréaliers qui sont dans l'impasse, sur cette même zone, alors plutôt l'est de notre communauté de communes, alors que les éleveurs étaient plutôt à l'ouest. Mais on s'est réadapté, toujours pas de concurrence évidemment au côté alimentaire, mais le couvert végétal qui vient a priori comme ce que vous avez dessiné là, sur d'autres types de rotations. Nous on fait du sarrasin, on va faire du tournesol, d'autres cultures de printemps, mais basé sur des couverts végétaux. Et donc oui, on est motivé pour en refaire un, même s'il y a eu un souci économique. On a réussi à se remettre à 30 ensemble, on a investi ensemble, on a mis alors que 1 million d'euros sur la table, à 30, mais c'est déjà pas mal. La banque nous a soutenus, la collectivité, la région, et on est reparti cette fois-ci pour faire du biogaz avec une station gaz et travailler sur la mobilité en fait, du territoire, en projet TEPOS, en territoire TEPOS. D'accord, donc un bilan très positif 10 ans plus tard. Oui, tout à fait. Positif, quand tous ceux qui baignent dedans, évidemment, on a des détracteurs qui disent vous voyez, économiquement, vous n'avez pas réussi. On regarde le verre à moitié vide, effectivement. Là-dessus, on ne peut pas être satisfait. Mais tout le service apporté aux agriculteurs, je n'ai pas un agriculteur qui est sorti du méthaniseur par rapport au service qu'on leur apporte, à l'économie d'engrais. Aujourd'hui, on recycle les biodéchets. On a un abattoir lapin. On ne met pas les animaux morts, attention, pas d'amalgame, mais certains produits biodéchets, plutôt que ça faisait 200 km comme vous le citiez, aujourd'hui, ça fait 2 km, c'est méthanisé. Je vais prendre un autre exemple, les déchets de céréales, on en fait de l'énergie. Ce premier site n'était pas en gaz, c'était en cogénération. Électricité, la chaleur, on la revend à la coopérative qui fait des granulés pour les animaux, qui va les nourrir les animaux, qui va faire du fumier. Le fumier retourne à la méta, enfin vous avez compris. Le cycle a plusieurs étapes. Donc voilà ce qu'on a pu faire avec beaucoup d'énergie mentale et humaine, mais on est réussi et je pense que c'est un bon outil. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour maintenant commencer, pour se lancer dans la méthanisation? C'est ce que vous faites donc avec le projet Tomates, donc tomate avec 2 M.
Par où est-ce que vous commencez ? Quelles ont été les premières questions que vous vous êtes posées avant de vous lancer dans ce projet ? Les questions qu'on s'est posées, c'est que un jour, on s'est mis autour d'une table à quelques-uns et on a provoqué une réunion où il y avait 15 ou 16 personnes et organismes différents. Et on a tout mis sur la table et on avait à l'époque un préfet à la relance dans le Vaucluse, qui était quelqu'un de très dynamique, avec qui on avait déjà échangé. Et il est venu présenter l'articulation du dossier démonstrateur territorial. Et avec certaines personnes dont GRDF, on a présenté ce que pouvait être la méthanisation, parce que moi j'avais déjà fait le tour de pas mal de tous ceux qui étaient autour de la table, et je les avais tous vus en bilatéral avant. Donc quand on est arrivé, on savait où est-ce qu'on allait. On ne savait pas forcément la sortie, mais on a déjà bien échangé. Et puis, c'est le cas de dire, excusez-moi l'expression, la mayonnaise a pris, et puis depuis ça tourne. Donc il a fallu faire produire le dossier de préagrément. Donc les 16 organismes concernés ont beaucoup travaillé et c'est quelqu'un de la Chambre régionale de l'agriculture qui fait le chapeau du dossier. Et il y a quelques personnes ici dans la salle qui ont beaucoup contribué. D'autres qui sont des sueurs, parce que dans une équipe, il y a, je ne suis pas bon au foot ni au rugby, mais il y a ceux qui marquent les buts, mais il y a ceux qui poussent derrière et qui font la défense. Et là, c'est pareil. Il y en a quelques-uns qui sont devant, qui poussent, et derrière, il y a tous les gens qui amènent des éléments pour qu'on puisse, sur le schéma qu'on imagine, vérifier. Alors, de temps en temps, il me dit, ouais, mais on n'y arrivera pas parce qu'on ne produira pas ça. Mais j'attends, on va regarder, on va faire comme il faut voir. Les cultures qu'on va faire demain dans le méthaniseur, on ne les a peut-être pas forcément sur le catalogue aujourd'hui. J'ai d'autres méthaniseurs en France, des collègues qui fonctionnent. Ça leur a amené à changer un peu leur culture. Mais ça, c'est normal. Le tout, c'est qu'on reste bien dans la lignée de ne pas impacter la capacité de production alimentaire qui doit rester prioritaire. Mais c'est après de voir comment on combine les choses et l'organisation qu'on va mettre autour. Donc ça, c'est la partie, je dirais, qui est faite par les collaborateurs des chambres, des instituts et des organisations agricoles. Et en parallèle de ça, j'ai mené un travail, moi, on a identifié une zone. Au début, quand j'ai parlé de ça sur le terrain, ça a failli exploser. Mais bon, on y est retourné plusieurs fois. Et puis, au bout de 2 ans, l'Interco vient de décider, il y a 15 jours, 3 semaines, de porter l'étude de faisabilité de la zone d'activité qui va porter le méthaniseur. Parce qu'on pousse la plaisanterie à ne pas mettre que le méthaniseur, on veut mettre quelques entreprises agroalimentaires de petite taille pour que nos produits qui sortent des champs, qui ont besoin d'être conditionnés, réfrigérés, lavés ou ainsi de suite, suivant le chemin qu'elles vont prendre, ça va générer aussi des déchets. Et là, ça sera sur un périmètre de 2 km, même pas 2 km. Quoi. C'est un îlot de 30 hectares dans lequel on met le méthaniseur au milieu, autour on met tout le reste. Bon, donc, et on va aller à l'énergie positive parce qu'on va récupérer le photovoltaïque, et on va récupérer l'eau de la vache pour l'injecter dans le réseau d'irrigation et faire de l'énergie inversée l'hiver quand on n'arrose pas. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. Moi, je ne fais rien, je ne fais que de parler, je me mets en contact avec les uns les autres et après, derrière, il y a des cerveaux qui travaillent pour écrire, pour mettre dans je ne sais pas s'il est là, François, pour mettre les chiffres dans les cases, dans les colonnes pour que ça cadre par rapport aux exigences de nos financeurs, parce qu'on a des financeurs qui nous ont suivis, certains plus ou moins, il y en a qui ne sont pas au rendez-vous comme on les aurait souhaité, ça ne fait rien. Je lui ai dit, écoute, tu ne veux pas venir, tant pis, on avance, et puis on rendez-vous dans 3 ans. Parce que si on doit attendre tout le monde, on n'y arrivera pas. À un moment donné, il faut un peu pousser. J'ai déjà mené quelques dossiers un peu compliqués. On n'a jamais l'unanimité au départ. Et quand on en a quelques-uns qui se mettent en travers, c'est la preuve que ça dérange. Donc, comme on est plus fort que ceux qui bloquent, on passe par-dessus. Donc, si je vous comprends bien, j'ai l'impression que la première étape dans un projet de méthanisation, c'est d'abord de s'adresser aux fausses idées qu'on a sur le domaine. Moi, j'ai été surprise d'apprendre, par exemple, que la méthanisation ne s'opposait pas du tout aux cultures alimentaires, même au contraire, qu'elles viennent enrichir les cultures alimentaires en préservant les sols grâce aux couverts végétaux et qu'elles permettent même de stocker plus de carbone dans le sol. Cette question du stockage du carbone dans le sol est absolument essentielle parce que pour le moment, ce qu'on observe, c'est que les puits de carbone, c'est-à-dire les écosystèmes qui parviennent à stocker du carbone, en particulier les forêts, sont en train de s'effondrer. Et que donc, si effectivement on stocke moins de carbone
sur Terre, ça risque effectivement de compromettre nos efforts pour essayer de décarboner l'industrie, le bâtiment, l'automobile, etc. Donc ça veut dire qu'il faut absolument augmenter la capacité de stockage de carbone dans les sols, et effectivement la méthanisation permet de faire ça. Dans le grand plan agroécologique porté par le secrétaire général à la planification environnementale, chercher le terme, c'est bien l'augmentation de la biomasse annuelle qui va répondre. Parce que la biomasse, je veux dire, les cultures pérennes, les forêts, vous venez de le dire, elles ne sont plus aujourd'hui en croissance assez rapide, elles n'absorbent pas le gaz carbonique, alors que des cultures, au plus elles le poussent, et alors, la culture miracle qui capte le plus de carbone, c'est la culture, il ne faut pas le dire, on ne va pas faire du maïs, mais c'est le maïs. Le plus véritable puits à carbone, le plus efficient, c'est le maïs. Mais on ne va pas faire du maïs parce que ça provoquerait des débats. Bien qu'on verra peut-être dans quelques temps. Parce qu'on peut faire du maïs en dérobé derrière certaines cultures, sans irrigation, parce qu'il y a des variétés aujourd'hui de maïs qui arrivent à produire sans irrigation. Comme on ne cherche pas un rendement en grains élevé, mais on cherche à faire de la biomasse, on va y arriver. Mais bon, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété. Le maïs, on verra plus tard. Mais il y a d'autres cultures et des mélanges de cultures à expérimenter et à mettre en place, dans lequel il y a des légumineuses, parce que les légumineuses, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, la légumineuse a la capacité de capter l'azote de l'air et de le stocker dans le sol avec les racines. Quand on coupe la biomasse, on enlève la biomasse dessus qui a gardé le carbone, et je laisse l'azote dans le sol pour la culture suivante. Voilà, donc soit c'est des légumineuses dans l'assolement, et c'est des légumineuses dans le complexe, la biomasse qu'on va, les cives, il faut qu'on introduise des légumineuses dedans. Mais tout ça, c'est les travaux que nous allons mener avec Arvalis, avec les différents instituts, mesurer tout ça, vérifier, pour trouver l'assolement idéal et le mélange idéal, si je fais ma cive au mois de juillet ou si je la fais au mois de novembre. Et tout ça, bon, je n'ai pas la solution. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il ne faudra rien faire. Mais si on n'a pas essayé, si on n'a pas calculé, on ne fait rien et on subit. Et alors après, je parlais de l'axe rhodanien, parce que oui, notre terrain de jeu, c'est l'axe rhodanien, 20-30 km max par rapport au Rhône. Je ne sais pas si la CNR est dans la salle. Il y a quand même un peu d'eau dans le Rhône, même s'il faut y aller de façon très prudente. Mais pour nos cultures alimentaires, il faudra pouvoir les irriguer. Mais on les irrigue avec des techniques de goutte à goutte avec du pilotage. Et aujourd'hui, entre du gravitaire, c'est-à-dire arrosé par ruissellement, et du goutte à goutte, on a divisé par 10, voire par 20 le volume d'eau apporté à l'hectare pour arriver à mes résultats agronomiques. Donc nous pouvons développer, et nous devons développer des cultures alimentaires pour notre souveraineté alimentaire, avec de l'irrigation ciblée, sur des sols qu'on va relever en matière organique, donc il y aura moins besoin d'apporter de l'eau, avec des techniques. Bon, voilà, donc, alors, il y en a qui me disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Ben oui, mais plus tôt, on ne savait pas. Il n'y avait pas la même préoccupation environnementale, carbone. Et l'axe rhodanien, il y a l'eau qui passe. Mais il y a aussi beaucoup de camions qui circulent sur ce truc-là. Et à 10-15 km de l'autoroute, nous captons le carbone par les camions. Pour l'instant, ils sont encore à l'énergie fossile. Ça commence à arriver, mais ils sont encore majoritairement à l'énergie fossile. Et si je vais un peu plus loin, si on va par rapport à la PAC, la réglementation européenne, il y a quelque chose qui s'appelle les PSE, les prestations pour services environnementaux. Demain, nous devons faire reconnaître nos cultures intermédiaires à piège à carbone dans le cadre des PSE. Et la compagnie d'autoroute ou les transporteurs seront soumis à la taxe carbone. Donc récupérer la taxe carbone, parce que moi c'est bien que les grandes entreprises françaises payent la taxe carbone pour aller planter des forêts au Congo, au Tchad ou je ne sais pas où. Et moi je leur dis non mais donnez-les-nous à nous pour qu'on puisse continuer à vous produire l'alimentation dont vous avez besoin, ce qui est sécurisé parce que la production alimentaire chez nous, elle est d'un niveau très élevé en termes de normes et de sécurité par rapport à ce que nous importons. Et la taxe que vous devez payer, mettez-la sur le territoire pour développer le territoire. C'est comme le bénéfice de l'énergie électrique. Au-delà de ce que peut récupérer le producteur ou l'agriculteur, les taxes générées ou les grands profits générés par le photovoltaïque, ça doit être réinvesti au bénéfice du développement du territoire pour l'agriculture. Si c'est pour vampiriser encore plus ce que le territoire produit, ce qui vient du monde agricole, pour enrichir les actionnaires du CAC 40, pour enrichir les gens des grands groupes, ça ne marche pas. Il faut que ça revienne, la valeur créée, il faut qu'elle revienne au territoire
pour pouvoir développer nos territoires, pour que nos jeunes agriculteurs de demain, parce qu'on installera des jeunes agriculteurs demain, madame, que s'il y a un revenu décent, et si on arrête de les accuser de tous les maux de la terre. C'est ça le vrai problème. Il faut commencer à l'éducation nationale, il faut revoir les manuels scolaires, il faut revoir nos enseignants, il faut reconsidérer le métier d'agriculteur, et il faut redonner de la dignité au monde agricole, et il faut leur donner un revenu. Sinon, on peut faire tous les grands discours, on peut faire beaucoup de perfusion, mais ça dure que le temps de la perfusion. Et moi ici, je ne vais pas donner des conseils politiques aux chambres régionales d'agriculture, aux syndicats agricoles, mais je pense qu'il faut pouvoir se battre aussi pour dire que le carbone qui est stocké dans les sols, il doit pouvoir être monétisé et apporter un complément de revenus aux agriculteurs. Comme on l'a dit, toutes les grandes entreprises vont devoir faire, pour atteindre leurs objectifs, de la compensation carbone. C'est-à-dire qu'elles vont devoir acheter des crédits carbone qu'elles achètent pour le moment essentiellement à l'étranger. Mais il y a des crédits carbone qui sont disponibles aussi sur le sol français. C'est le carbone qui est contenu dans les sols agricoles. Et donc, il faut parvenir à trouver un système vertueux qui va permettre de rémunérer aussi les agriculteurs pour le carbone que les sols contiennent. Et comme vous le disiez, pour pouvoir changer la rémunération des agriculteurs, pour pouvoir revaloriser la profession, pour pouvoir penser plus long terme, parce que ce sont aussi des projets qui se pensent demain, il faut déjà adresser les fausses idées sur la méthanisation. Il faut pouvoir raconter, pouvoir transmettre les exemples locaux, les exemples d'agriculteurs qui ont implanté des méthaniseurs dans leurs exploitations. Et puis, il faut aussi laisser la place aux questions. Donc maintenant s'ouvrent les questions-réponses. C'est aussi à vous, si vous avez des questions, de pouvoir les adresser à nos 4 experts ou de pouvoir échanger avec eux tout à l'heure au fond de la salle. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions sur la méthanisation, sur tous ces enjeux qui ont été présentés? Je vais essayer d'ouvrir le débat. Bonjour, donc Yvan Deloche du CRIT agroalimentaire PACA. Donc nous, on a un centre technique régional sur l'industrie agroalimentaire. On travaille depuis très longtemps sur ces sujets. Bon, moi, je suis un fervent défenseur de la méthanisation, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, je pense que quand on n'a pas eu de carte de France des unités de méthanisation en France, on voit bien que dans la région, c'est un peu compliqué. Et pour connaître des porteurs, accompagner des porteurs de projets de méthanisation, effectivement, énormément d'opposition à la méthanisation, pour parler de fausses idées. La désinformation, c'est un sujet un peu d'actualité, on voit notamment à travers la campagne américaine. Et je me suis rendu compte, en échangeant avec ces porteurs de projets, que la méthanisation, en fait, vous l'avez un petit peu approchée, mais elle est extrêmement touchée aussi par cette désinformation. Donc voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cela? Et je voulais savoir si dans les Deux-Sèvres, il y avait aussi... quel était le niveau d'opposition? Alors nous, ici, c'est vrai qu'on est en Provence, on est plutôt vu comme une région touristique qu'une région de méthaniseurs. Voilà, donc... moi, je vois le côté problématique industrielle générale, mais la méta, c'est le niveau au-dessus, j'ai envie de dire. C'est vrai que sur la cartographie méthanisation, j'ai plus d'activités en Poitou-Charentes que par ici, c'est sûr. Il y a environ quasiment 2000 méthaniseurs en France, quasiment 1000 qui font de la cogénération d'électricité, mais depuis 4-5 ans, on développe sur les réseaux gaziers, puisqu'il y a une meilleure efficience à faire du biométhane qu'on nettoie et qu'on met sur le réseau, plutôt que de faire de l'électricité. C'est comme votre voiture, hein, quand on fait de l'électricité, on fait autant de chaleur, et si on n'est pas adossé à une entreprise qui consomme de l'énergie chaleur toute l'année, ben, il y a une partie de l'année où ce n'est pas très bien valorisé. Donc si je prends dans les Deux-Sèvres, on a une vingtaine de méthaniseurs en Deux-Sèvres. Oui, il y a de l'opposition parfois. Ça dépend pas mal de comment part le projet en fait. Et le côté collectivité, acceptation locale, on ne dit pas je plante un méthaniseur comme ça tout seul dans mon coin. On va dire qu'il y a un peu deux catégories. Je suis dans la continuité de mon exploitation agricole, je mets une cuve de plus, et je n'ai pas de trajet en plus, ça passe assez bien. Dès que je vais être sur une parcelle au milieu de 5-6 exploitations où il n'y avait rien, là, ça draine un peu plus de crainte. Donc, communication, positionnement bien vigilant du projet, les trajets, des craintes sur les odeurs. Souvent, ça reste des craintes, mais je ne veux pas dire qu'il faut mettre une méthanisation à 50 mètres des maisons. De toute façon, il n'y a pas le droit. Mais la communication est importante. Donc, nous, quand on a fait le deuxième, il est à 1 kilomètre du premier. On a eu quelques soucis d'odeur, parce qu'on traite du sang d'abattoir, hein, mais c'était connu dès le début. On a communiqué, on recycle du coup les éléments minéraux du sang pour la crainte, est-ce qu'on va polluer les champs ou pas. Mais il y a eu cette problématique d'odeur. Du coup, on a fait plusieurs échanges. Une thématique aussi qui s'appelait alimentaire, énergie s'oppose-t-elle, par exemple. Rien à voir sur la méthanisation, mais on a fait venir une centaine de personnes sur ce débat-là, et les gens sont venus. Donc c'est pas gagnant à tous les coups, hein, vous avez raison.
Mais voilà, en communiquant, les gros enjeux, comme vous disiez, sur la prospective, à un moment, il faut bien faire quelque chose. Dans notre projet, on a fait de la participation citoyenne aussi. Ceux qui le souhaitent peuvent venir. Alors, ce n'est pas pour acheter les gens, parce que certains me disent ça. Moi, ce que je veux mener aussi, c'est continuer à faire de la pédagogie. Le samedi matin, venez chercher du digesta. On parle couverts végétaux pour vos potagers. On l'a fait à la journée du patrimoine il y a 2 ans. Ça a super bien marché. Et on a eu plutôt des jeunes qui sont venus à ces journées-là. Voilà, un petit peu de pédagogie, même si ce n'est pas toujours simple. Et en tout cas, c'est sûr, ça demande beaucoup d'énergie avant d'en produire pour le faire. Oui, alors, moi j'ai quelques exemples de méthaniseurs que je suis allé voir. J'en ai au moins 2 que je peux citer. C'est des agriculteurs qui sont dans une zone très viticole, qui est en crise depuis quelques années. La crise ne fait que s'accentuer. Ces agriculteurs récupèrent des vignes qui ont été arrachées. La pratique qui a prévalu depuis 30 ans, c'est désherbant total, plus le travail du sol, plus de matière organique. Le sol, c'est une passoire, il n'y a plus rien qui tient. Ça ne vaut plus rien, ça n'a aucune valeur. La seule solution, c'est de commencer à ensemencer du couverts végétaux pour redynamiser, refaire vivre le sol. Et on accélère le processus parce qu'on apporte du digestat. Et au bout de quelques années, on retrouve des sols qui redeviennent capables de produire quelque chose. Deuxièmement, il y a un méthaniseur du côté de Perpignan. Il est dans une zone industrielle, dans une zone d'activité, et il est mitoyen de la chocolaterie C'est Moi. Là où c'est les petits nounours là. Je ne sais pas si les petits nounours ils sentent quelque chose. Et je pense que s'il y avait un problème d'odeur, de risque, le méthaniseur ne se serait pas mis là. Ouais. Bon, après, effectivement, on a l'idée qu'un méthaniseur, on va traiter des déchets. Et on a le souvenir, ou quelquefois la vision, des stations d'épuration, ou des plateformes de compostage, à ciel ouvert, le compostage, avec des pratiques quelquefois un peu poussées à l'extrême, qui ont laissé des traces. Mais quand dans un méthaniseur, et si on met essentiellement du couvert végétal, ce que j'ai dit un soir dans une réunion, on m'a dit, mais oui, mes odeurs. J'ai dit, écoutez, madame, vous tondez votre pelouse? Oui. Et puis j'ai dit, moi, je veux tondre les pelouses dans les champs et je vais le transporter pour le mettre dans le méthaniseur. Voilà. Donc, c'est une explication. Il y a quelques exemples qui sont des mauvais exemples. J'ai vu un méthaniseur où, effectivement, toute la partie de travail de vidage pour alimenter le méthaniseur et les différentes fosses, c'est dans un bâtiment fermé, avec une aspiration et un air filtré, quoi. Bon, alors c'est un niveau élevé, mais tout dépend de ce que vous rentrez dedans. Parce que là, il rentrait effectivement du fumier, il rentrait des déchets d'abattoir, enfin des écarts d'abattoir. C'est clair qu'il faut faire attention. Tout dépend où est-ce que vous le mettez aussi. Et bon, c'est vrai que les dômes, ça se voit de loin, mais vous savez, chez nous, il y avait des haies de peupliers qui font 20 mètres de haut. Demain, à part quand vous passez dessus en avion, vous ne le voyez pas quand vous passez dans la plaine. Hein. Donc c'est aussi tout ça, quoi. Et puis, bon, il y a des aménagements à prévoir autour. Et faut aussi que nos concitoyens comprennent que s'ils veulent manger, il faut bien qu'il y ait une agriculture, et si possible à proximité, parce que sinon on est dépendant, et là on impacte par le transport. Et que si on veut aussi de l'énergie locale et circulaire, eh bien, il peut y avoir quelques entreprises. Ou alors on retourne vivre dans la pampa, dans la nature, tout seul, on ne demande rien, mais on n'a surtout pas de téléphone, pas de clim, pas de tablette, pas d'ordinateur et tout ça. Et pas de voiture. On vit dans la grotte, ok. Mais ceux qui veulent revenir à la nature ne sont pas prêts à faire ça. Et après, pourquoi la méthanisation est autant attaquée aujourd'hui? Parce que c'est sûrement un moyen de redonner de la valeur au monde agricole. Et les grands actionnaires des grandes compagnies, vous m'avez compris de qui je veux parler, on redonne un pouvoir aux agriculteurs, on redonne de la valeur au monde agricole, on redonne une indépendance. Et ça dérange. Et aujourd'hui, comme sur l'irrigation, comme sur les phytos, ceux qui sont les plus opposés à tout ça ne sont que les fantassins de l'impérialisme capitaliste, de l'impérialisme yankee américain, qui ne veulent pas qu'on produise en Europe et en France ce que nous avons besoin. Et on envoie des fantassins dans des associations environnementales pour bloquer le développement de la production en Europe. Voilà le vrai débat. Alors, je vais un peu loin dans mes propos,
Mais c'est ça la réalité. Pourquoi il y a des gens qui s'opposent à l'usage de certaines molécules en France, sans savoir pourquoi, alors qu'ils achètent les produits qui arrivent d'ailleurs, faits avec? Parce qu'effectivement, derrière, il y a des gens qui font du business et que les paysans en France et en Europe, ils crèvent. Là, on vient d'aborder l'enjeu de la souveraineté énergétique, qui est important, et de pouvoir produire en France notre propre énergie, de redonner aux agriculteurs ce pouvoir. On a abordé beaucoup de sujets. On a abordé voilà, les usages aussi de cette énergie. On a parlé alors un peu moins des aspects économiques de la méthanisation. On a parlé évidemment de son intérêt pour l'écologie, de son intérêt pour l'agriculture, le fait de faire des couverts végétaux pour pouvoir protéger les sols, pouvoir régénérer des sols, de pouvoir utiliser le digestat qui est produit par la méthanisation. Est-ce que sur tous ces sujets, vous avez d'autres questions? J'en vois pas beaucoup, mais Frédéric Sacco, j'ai l'impression que ça vous faisait réagir la souveraineté. Non, je voulais juste rebondir là-dessus. La meilleure façon de comprendre la crainte qu'on peut avoir vis-à-vis d'un méthaniseur, c'est vraiment les stations d'épuration. Aujourd'hui, tout le monde trouve normal d'être aux toilettes, d'appuyer, ça part, tout est réglé, tout est fait et tout. Mais quand vous allez sur une station d'épuration, il y a des technologies qui se sont bien améliorées, qui sont tout ça. Mais il y a quelques années, c'était des endroits qui n'étaient pas très intéressants. Pareil pour les centres de traitement de déchets. On baignait tout, il y avait des odeurs, il y avait des oiseaux, il y avait des choses comme ça. Et la technologie fait qu'on s'améliore et il faut vivre avec son temps. Et je pense que demain, moi j'en ai visité une du côté de Castendo d'Ari. Et la personne qui exploitait me racontait que quand ils l'ont mis en place, il y a eu des odeurs. Donc les gens, ils se sont un peu levés, ils se sont un peu énervés, tout ça. Et au bout de 2 mois, plus d'odeur. Les gens, ils pensaient qu'ils avaient gagné. Mais non. En fait, le process, il s'était mis en marche. Ils avaient réglé les murs d'air comme il fallait avec les entrées et les sorties de camions. Et la méthanisation aujourd'hui, c'est même plus un questionnement là-bas. Ils vont chercher du digestat avec leur remorque. Ça leur est remis gratuitement. Enfin, tout le monde est content. Donc, il y a sûrement une phase où il faut concerter les gens, où il faut... mais tout viendra en son temps, je ne me fais pas trop de soucis. Juste pour revenir sur la question de la station d'épuration, pour avoir visité les égouts de Paris il n'y a pas très longtemps, au début du siècle, on arrivait à revaloriser en agriculture finalement tout ce volume d'eau et d'éléments minéraux. On a fait ces ruptures par les stations d'épuration où on perd quand même des volumes d'eau potentiellement importants et surtout tous les éléments minéraux, notamment tout ce qui est phosphore, on sait que ce n'est pas durable. Et la méthanisation en tant que telle, on fait en sorte que tout ce qui rentre soit de bonne qualité pour que ça ressorte et qu'on recycle tous les éléments minéraux. Et ça, c'est quand même hyper important sur le côté aussi énergétique, puisque ça consomme de l'énergie, d'aller chercher du phosphore dans les mines de Maroc ou ailleurs. Donc le message, ce serait aller visiter les méthaniseurs ou écouter les témoignages de ceux qui se sont lancés dans ces projets. Bonjour, merci pour les témoignages. C'est toujours intéressant d'avoir du concret. Moi, je travaille pour l'association Énergie Partagée, vous en avez certainement entendu parler, qui vraiment a rejoint tout à fait le discours qui est tenu ici parce qu'on essaye de mobiliser les acteurs locaux, que ce soit les communes, les agriculteurs en ce qui concerne la méthanisation et les citoyens aussi sur la question de la transition énergétique et notamment pour les accompagner dans le développement des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire mais qui leur appartiennent, au moins en partie. Et du coup, j'avais une question notamment sur le fait que vous avez 10 ans de retour d'expérience, du coup quasiment sur votre première unité de méthanisation. Comment dans le temps ça se passe avec, vous nous avez dit qu'aucun des agriculteurs n'est parti, donc ça veut dire que les premiers investisseurs sont toujours là, ils continuent à suivre le projet, et vous nous avez aussi parlé du fait que vous avez ouvert à la participation au capital. Est-ce que vous nous précisez un peu comment s'est monté le projet à ce niveau-là? Donc sur le premier site, on est 3 entités, on va dire, actionnariat. Il y a le syndicat le syndicat des énergies des Deux-Sèvres, une entreprise de développement de méthanisation, Métanéo, et qui a été à un moment Albioma, qui n'est pas très loin d'ici. Et le troisième groupe, c'est nous tous, petits actionnaires agriculteurs. Alors, on est 92 actionnaires, 50 fermes, 92 actionnaires parce que des GAEC, ERL.
Et comme ça qu'on avait la gouvernance. Alors, du fait d'avoir eu quelques soucis économiques, on a perdu un petit peu la gouvernance, mais toutes les décisions prises quant au choix des matières qui rentrent et du digesta et des règles directement liées aux méthaniseurs, ça, on a gardé les règles de gouvernance vis-à-vis de ça. À cette époque, la participation citoyenne, on l'avait fait sur les éoliennes du projet de Tipper, parce qu'on a Tipper méthanisation et éolien solaire, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ce premier-le, voilà, le citoyen était plutôt à travers les fermes. C'est dans le deuxième où on a souhaité ouvrir différemment à la participation citoyenne, donc là dans le deuxième projet qu'on construit, où ça va être le cas, pour faciliter le côté communication. Dans le premier, je ne vais pas dire qu'on l'a raté, mais moi je voudrais aller plus loin une fois que c'est en place. Il ne suffit pas de dire j'ai gagné, j'ai réussi, je fais le méthaniseur, et puis après, porte close, pas de visite, rien. Aujourd'hui, c'est un petit peu le cas parce que ça a été repris par une approche un peu plus industrielle. Donc derrière la sécurité, on dit on fait 0 visite. Je pense qu'on peut trouver un compromis. Et c'est ce qu'on souhaite, nous, dans l'autre projet, notamment pour, tout bêtement, auprès des élèves. Enfin, on a commencé à prendre des contacts auprès des élèves. On a un collège, un lycée dans la commune dans laquelle on est. Partager ça, en fait. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des domaines, les collégiens ou lycéens, où on marie l'énergie, la physique, la mathématique. Et là, la méthanisation, c'est une parfaite petite éprouvette pour tester tout ça et communiquer autour de ça. Donc voilà pour le deuxième cas qu'on souhaite faire. Et à la rapidité de participation citoyenne, pour voir que ça intéresse, d'autres sites qui sont encore un peu plus en avance que nous ont levé jusqu'à 1 million d'euros en participation citoyenne, et ça va très vite, quoi. Enfin, je pense que vous avez l'exemple aussi là, sur Rennes, avec Énergie Partagée, on en accompagne aussi. Et en très peu de temps, on lève ces fonds-là, certes par intérêt économique, mais aussi par l'intérêt du projet, tout simplement. Je crois que c'est très important de montrer aussi aux gens d'où vient l'énergie qu'ils vont utiliser. Et souvent, on n'a pas d'idée d'où provient l'énergie, ce qui fait aussi qu'on est parfois hostile à certains projets parce qu'on ne voit pas les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer. Et ici, on voit très clairement, on voit l'installation et on voit d'où vient l'énergie. Ouais, bonjour à tous. Pierre Melchior, Suez Organique pour être exact. Quid de la volonté politique pour parfois, quand on veut développer des projets agricoles, industriels sur la méthanisation, et qu'on a des barrières administratives françaises, des démarches procéduriales extrêmement longues et difficiles, même si l'État met en place l'État veut mettre en place des zones d'accélération d'énergie renouvelable, et en face de ça, on a des zones nettes, les ZAN, l'artificialisation nette zéro, qui sont finalement paradoxales. Et puis s'ajoute à cela, quand vous avez une volonté, vous avez un agriculteur, quelqu'un qui veut faire un projet, et derrière, finalement, vous avez une modification PLU qui est obligatoire, et changer un PLU agricole en PLU industriel, parce que soit vous êtes majoritaire, ou parce que vous avez des apports industriels, là, il y a un paroxysme. C'est très paradoxal. Je pense que dans cette salle, il y a d'autres développeurs ici dans la salle, on sort à ça. Et donc, on veut accélérer la transition énergétique. Moi, j'en suis le premier sur la partie aussi sobriété, mais on a des barrières administratives qui sont énormes. Et donc là, il n'y a pas une prise de conscience politique sur une volonté, mais vraiment élevée, de dire on va vous faciliter la tâche. Et là, je suis sur un projet avec une ZA ENR, donc personne ne sait comment ça se passe. Personne. Donc je suis avide de savoir comment ça peut se passer ou s'il y avait eu le cas concret. Merci. Alors, vous soulevez un problème qui est très important parce qu'effectivement, la volonté des acteurs économiques de porter des projets se heurte à je vais rester poli, une lenteur administrative. Là, ce n'est pas du blocage. Je ne peux pas vous tout raconter tout ce que j'ai pris dans ma vie professionnelle, puisque bon, on a commencé il y a 15 ans avec de l'agrivoltaïsme, il y a des projets d'irrigation et il y a des projets de méthanisation. Je peux vous dire qu'il faut avoir de la patience et il faut avoir de la persévérance. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a des fois où vous jetteriez tout volontiers, mais non. Alors oui, nous travaillons, et demain matin, nous avons la ministre de l'Agriculture qui sera là. Alors on ne va pas parler méthanisation, rassurez-vous, parce que ce n'est pas le sujet d'actualité. Mais oui, non, mais on va lui en parler quand même un peu. Mais il y a d'autres sujets qui sont plus urgents. Mais aujourd'hui, pour faire avancer un projet sur de l'hydraulique, nous avons de la ressource, nous la distribuons avec des canaux gravitaires, nous voulons les moderniser pour pouvoir économiser, pour amener l'eau chez ceux qui n'en ont pas à côté, parce que quelquefois, à 500 mètres près, il y a des gens qui ont de l'eau, d'autres qui n'en ont pas, alors qu'il y a la ressource.
on te sort des règlements qui sont inapplicables. Parce que si vous avez des agriculteurs et des non-agriculteurs sur le même périmètre, on ne peut pas. Alors que ça fait partie de la complexité, pour rester poli, administrative, pour ne pas dire la connerie, excusez-moi. Et donc, je peux vous dire que là, je m'y emploie. Et si on est passé par la case des démonstrateurs territoriaux, ce n'est pas uniquement parce que ça permet de travailler en groupe, les 16 organisations que j'ai citées, d'avoir des moyens pour faire la réflexion et l'analyse. C'est aussi pour que l'on puisse aller frapper à des portes au-dessus de ce qu'est l'administration locale. Parce que nous avons dans nos administrations locales des exécutants qui sont des militants. Ils ne sont pas des pragmatiques. Il y a des politiques en haut qui ont compris, il y a certains étages de direction qui ont compris, mais il y a des gens qui sont à l'action. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle des fonctionnaires de l'administration, mais il y en a un certain nombre qui sont des militants. Voilà. Donc il faut qu'on passe au-dessus. Donc il faut qu'on trouve les moyens de passer au-dessus de leur pouvoir qu'ils se sont appropriés, parce que certains se sont appropriés un pouvoir de bloquer. Un jour, j'ai reçu des fonctionnaires sur des projets agrivoltaïques. Les deux personnes me disent, ah, mais de toute manière, nous, on bloque tout. On ne veut rien. J'ai dit, pourtant, vous voyez bien que ça marche, là. Là-bas, ça marche. Ah oui, mais si ça ne marche pas, au moins, on n'aura pas pris de risque. Et bravo, quoi. Et elle a continué à marcher avec la charrette et aller faire sa cuisine avec le chaudron accroché dans la cheminée. Hein. Parce que la cuisinière, ça pourrait péter, l'électricité, ça peut l'électrocuter, et puis la voiture, ça peut être dangereux, quoi. Tu marches à pied, tu vis dans une caverne, et puis d'accord, mais tu ne viens pas m'emmerder si je veux faire avancer mon système, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a dans l'administration, mais je m'en fous, ça ne me dérange pas. Je peux me mettre quand vous voulez. Peut-être pour donner un peu d'inspiration internationale, Monsieur Vrignot, vous me disiez qu'en Italie, il pouvait y avoir aussi peut-être plus d'incitation administrative et plus de facilité à mener des projets de méthanisation. En tout cas, pour faire avancer les projets, le groupe, c'est important. Donc, effectivement, il y a 15 jours, on était avec notre association méthanisation. Donc, il y a l'AMF, ce n'est pas les maires de France, c'est les méthaniseurs de France, avec 2A, Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Chaque région, en général, a une association par région. Et donc, on était 30 méthaniseurs en Italie il y a 15 jours. L'Italie a 2000 méthaniseurs, plutôt entrés sur la cogénération, production d'électricité, puisque le réseau de gaz était un petit peu moins développé, mais des fortes incitations à la vente d'électricité, puisque là-bas, pour ceux qui ont des idées, c'est 228 € mégawattheure. Alors c'est vrai que ça paraît cher par rapport à notre nucléaire, par exemple. C'est aussi cher par rapport à la cogénération en France. Mais en tout cas, ils ont vraiment mis ça dans leur outil de production et beaucoup adossé à l'élevage. Vraiment un outil pour valoriser les fumiers, un peu de déchets parfois, mais vraiment sur cette partie-là. Donc l'incitation de l'État était là pour le tarif, et surtout, c'est derrière des règles identiques au niveau de l'Europe. Si on prend la directive nitrate, épandage de digestat, on n'a pas la même règle en France et là-bas. Ils épandent 70-80 mètres cubes parce qu'ils ont des gros rendements, attention, ça je ne dis pas de dépenser et épandre pour rien, mais ils n'ont pas les mêmes règles que nous, pas les mêmes dates d'épandage, ils vont prendre en compte d'autres critères. Donc c'est sûr que par rapport à ce que vous dites, c'est un autre thème, un autre sujet, mais on voit bien que malgré qu'on soit dans l'Europe, on a des règles parfois différentes. Mais oui, ils sont déjà en avance là-dessus et ils continuent. Et aujourd'hui, là-bas, c'est la tendance, c'est le gaz aussi, la liquéfaction pour le transport et la mobilité camion. D'accord. Et donc, est-ce que ce serait possible de faciliter administrativement la création de projets de méthanisation ? Il faudrait mettre juste fin, je rebondis un petit peu, à la schizophrénie de l'État, en fait. C'est ce qu'on disait. On nous demande des zones d'accélération, mais on a Lausanne, on a l'ABF. Je ne sais pas s'il y a des élus aussi ici, mais l'ABF, c'est aussi quelque chose. Donc, je pense que si l'État continue dans sa volonté de zone d'accélération, il va être obligé de toute façon de faire sauter certains verrous, parce qu'on ne pourra jamais faire ce qu'ils nous demandent sur les endroits qui nous laissent libres, entre guillemets. Donc, quoi qu'il arrive, soit on n'atteindra jamais les niveaux qu'ils nous demandent, soit il devra lâcher du lest. Donc j'espère qu'il lâchera du lest, parce que ces niveaux-là, on en a besoin aussi de les atteindre. Mais je vous rassure, ce n'est pas juste sur la question de l'agriculture et de la méthanisation. Quand je discute avec des professionnels du bâtiment, ils me disent « mais vous n'imaginez pas le nombre de dossiers Ma Prime Rénov' que les gens ont commencé à faire sur Internet, et puis au bout du 127e formulaire, ils ont abandonné. Ça veut dire que c'est des logements qui ne seront pas rénovés simplement parce que
administrativement, c'était plus complexe. Il fallait prouver ceci, cela, puis il fallait engager une entreprise locale, puis l'entreprise ne pouvait pas avoir plus de 20 ouvriers, et donc ça devenait complètement délirant au bout d'un temps. Donc il y a un enjeu de simplification administrative si on veut accélérer. Bonjour. Pas de questions, quelques précisions et quelques avis personnels. Je suis M. Perret-Jean-Pierre, agriculteur, producteur de maraîchage. Quelques précisions sur nos déchets. Effectivement, je rejoins un peu tout ce qui s'est dit. On a des déchets agricoles et des fois, on ne sait pas quoi en faire. Et il y en a plus que de ce qu'on pense dans le département et dans la région. Et des fois, on ne sait pas quoi en faire et on est borderline, on les met dans les champs sans que personne nous voie, ou alors ça nous coûte la peau des fesses si on veut les apporter quelque part. Il y a des copains sur Saint-Rémy de Provence qui amènent leur huile, les noyaux d'huile d'olive à des méthaniseurs à 150 km d'ici. On est dans une région où quand même de l'huile, il y en a beaucoup. Il y a de la marde pour les caves viticoles aussi. Donc, il y a pas mal de pommiers. Quand on prend la grêle, on ne sait pas quoi faire des pommes, etc. etc. Donc, il y a des découpeurs à Château-Renard, des découpeurs de fruits et légumes qui font 7 ou 8 000 tonnes de déchets. Et ben, pareil, ils ne savent pas quoi en faire. Il y a des centres équestres sur Marseille qui font 10-12 000 tonnes de déchets de centres équestres et il faut 15 000 tonnes. Donc, effectivement, on a en Provence et dans notre région PACA énormément de déchets qu'on ne sait pas quoi faire. Et quand on essaye de faire des méthaniseurs ou de proposer, on a des bâtons dans les roues. Donc ça rejoint un petit peu le débat que vous aviez tout à l'heure. Dans les Bouches-du-Rhône, il y en a eu 3 ou 4 qui ont été déposés, qui ont été des fois validés, avec toutes les autorisations. Et ils sont tombés à l'eau, que ce soit à Saint-Martin-de-Crau, que ce soit à Arles ou à Sénas. Donc en fait, voilà, il y a un problème politique, il y a un problème avec les écolos, avec certaines personnes qui ne veulent pas... alors qu'on veut respecter l'environnement, puisqu'on ne veut plus jeter des moulons de pommes ou de tomates qui font une grosse montagne et qui vont dans les nappes phréatiques. Donc on veut trouver des solutions et on nous met des bâtons dans les roues. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la crainte que j'ai, c'est qu'il y a, et je te rejoindrai, il y a des firmes, des très grosses firmes, qui ont les moyens d'aller plus vite et d'aller à l'avant. Et il ne faut pas que ces firmes gardent le monopole, et il ne faut pas qu'on aille à l'encontre de ces firmes. Je pense qu'il faut même qu'on les accompagne, parce qu'un petit producteur, peut-être qu'on n'aura pas les moyens de mettre les 2 ou 3 millions d'euros sur la table, mais peut-être qu'il faut qu'on les accompagne pour les obliger à prendre 10, 15, 20, 30% de matière agricole et de ne pas faire que les poubelles de Marseille ou les poubelles de Montpellier. Donc en fait, il faut que ces firmes, on les accompagne, soit on y va tout seul, soit on y va avec eux, mais qu'on les oblige à prendre nos produits agricoles. Parce que sinon, ils vont garder le monopole, et le jour où on va vouloir faire du déchet, ça va nous coûter encore les yeux de la tête, donc on tournera en rond. Merci. Pour rebondir sur les 2 points, effectivement, je n'ai pas cité, mais cette année, la météo est dégueulasse. Les tournesols, en ce moment, on ne sait pas quoi en faire, malheureusement, à cause de la météo. Bon, j'ai 2 solutions. Soit je broie, j'appelle l'assureur, soit je mets une ensileuse dedans et au moins, j'ai un débouché. Donc, c'est malheureusement la culture énergétique dont je parle, mais ça reste un débouché plutôt que de broyer ou de faire n'importe quoi. On a la même chose avec du datura, des années avec du datura. Le méthaniseur détruit, si le temps de séjour est suffisant, les adventices. Donc, la valorisation des déchets, biodéchets, est quand même aussi une opportunité. Hein. Enfin, c'est le petit cochon de la ferme d'après-guerre, en gros. Et sur le deuxième point, sur le côté développement avec les développeurs, grosses entreprises, on voit que tous les premiers méthaniseurs quand même ont été faits par un certain nombre d'agriculteurs qui ont pris le temps, un peu leaders, qui avaient un peu les moyens. Et là, on arrive à des modèles maintenant où on a des agriculteurs qui ont envie, qui n'ont pas toujours le temps, pas toujours les moyens. Et je vous rejoins, il y a certainement la possibilité de faire quelque chose en mixte, avec une majorité agricole pour que vous restez projet agricole, à construire en zone agricole. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis après, regroupez-vous. Hein. Je parlais des associations méthaniseurs de France tout à l'heure. Visitez des sites, regroupez-vous. L'intérêt des 15 ou 6, 7 méthaniseurs, comme vous avez cité André, c'est hyper important d'avoir le groupe. Vous avez des leaders à la tête, c'est vraiment top, quoi. Et il faut tous ces gens-là pour y arriver. Et avec ça, il faudra quand même du temps, parce qu'il y a l'administratif.
Mais quand on arrive à construire quelque chose avec plusieurs partenaires et pas que du monde agricole, c'est hyper enrichissant et il n'y a pas de raison que vous y arrivez avec tout ce que vous avez cité. Effectivement, j'ai un copain qui a un méthaniseur dans le Puy-de-Dôme et qui reçoit des déchets de Château-Renard. Et le camion, il passe sur l'autoroute à Piolenc, chez moi. Donc bien, je voudrais qu'il s'arrête à Piolenc éventuellement. Ça couvre moins de kilomètres et ça coûtera moins cher à tout le monde. Donc, et après, si le camion roule au biogaz. Si le camion roule au biogaz aussi, entre autres. Et après, effectivement, comme tu le dis, ça peut être porté par un groupe d'agriculteurs que des agriculteurs. Mais il y a aussi des formes où le monde agricole est associé avec le monde industriel, dans des partenariats. Les industriels de la méthanisation peuvent avoir un intérêt parce qu'effectivement, on peut peut-être arriver à faire rentrer sur un territoire un méthaniseur parce qu'il va être, pour une grande partie, porté par les agriculteurs au bénéfice des agriculteurs. Et la technique et la maîtrise de l'outil par un industriel de la méthanisation. Moi, on n'est pas fermé encore, on ne sait pas exactement le modèle qu'on va construire, hein, si on y arrive. Mais là aussi, il faut expérimenter tous les systèmes. Il y a des systèmes qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Mais moi, j'ai une formule que j'ai entendue un jour. Toute société n'est que le reflet des hommes qui la composent. Une équipe qui veut gagner, elle gagne. Une équipe qui veut perdre, elle perd. Donc à nous d'être une équipe qui veut gagner, de s'entourer des moyens, d'aller chercher les moyens et les compétences qu'il faut, de pousser certaines portes, parce que oui, il faut pousser des portes pour y arriver, ça c'est sûr. Et après, il faut utiliser toutes les méthodes. Hein. Mais c'est la méthode de construction de la diplomatie, quoi. Bon, de temps en temps, on peut dire, ben oui, on va lâcher les tracteurs s'il faut, on va faire un tour devant la préfecture. Mais ce n'est pas le préfet qui nous embête. Hein, c'est les administrations en dessous. Juste un tout petit mot pour vous remercier, parce que moi, il va falloir que j'y aille. Je dois aller prendre le train, et donc je vais rater le pot avec vous. Mais surtout, allez-y, et je pense, inspirons-nous les uns des autres. Vraiment, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Gemène. Et merci à tous.